Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Moi, je suis Henri-Claude Telusma. Je suis haïtien. Et c'est ma seule présentation pour le moment. Je dis merci à la Fédération protestante de France, à la plateforme France-Haïti, pour m'avoir invité à prendre la parole en cette circonstance combien particulière pour l'histoire du monde, l'histoire de ces deux pays, Haïti et la France. La dette de l'indépendance imposée à Haïti par la France en 1825 constitue un jalon majeur dans l'histoire économique et symbolique d'Haïti. Je vais utiliser presque à chaque fois le terme dette imposée. Pourquoi? C'est parce que ce terme-là n'a pas été employé dans son sens classique. Si je prends par exemple une approche de Gaïa Pouchard, il a dit que cette dette de l'indépendance représentait en réalité un mécanisme de spoliation économique utilisant le jeune État haïtien comme instrument de financement pour indemniser les anciens colons français après l'abolition de l'esclavage. Il y a Attrac France qui précise que cette prétendue dette ne repose sur aucun accord librement consenti, mais sur une contrainte imposée à Haïti. Et cela constitue donc davantage une charge injuste qu'une obligation contractuelle légitime. Au-delà de cette dimension économique, cette dette imposée à Haïti symbolise la reconnaissance contrainte de l'indépendance nationale à l'instauration d'un mécanisme inédit d'asservissement financier par lequel l'ancienne puissance coloniale transforme une victoire politique et morale en dépendance structurelle. Comme le notent ces analyses, les implications d'une telle dette dépassent le domaine matériel et s'inscrivent également dans des registres philosophiques, anthropologiques, théologiques, en redéfinissant la manière dont le peuple haïtien se perçoit, la manière dont le peuple haïtien conçoit la liberté et la manière dont le peuple haïtien interprète les rapports entre justice, dignité et transcendance. Quelles sont donc les conséquences de cette dette sur la manière d'être haïtien? La dette de l'indépendance haïtienne interroge même la notion de liberté. Haïti, première république noire du monde, née d'une révolution d'esclaves, incarne un idéal universel de dignité humaine. Toutefois, cette dette imposée par la France transforme cette conquête éthique en une forme de servitude, niant le principe kantien, par exemple, de l'autonomie morale. L'indépendance se trouve ainsi conditionnée à une reconnaissance achetée, révélant une contradiction entre les idéaux proclamés par la Révolution française.
liberté, égalité, fraternité, et la logique coloniale de domination. Quel contraste! Ce paradoxe invite à considérer la philosophie de la dette comme un instrument de pouvoir. Dans une perspective hegelienne, par exemple, la France a tenté de rétablir sous une forme économique et symbolique le rapport maître-esclave. Par le paiement de cette indemnité, Haïti entre dans une dialectique où la liberté obtenue par la lutte devient une liberté endettée. La dette fonctionne alors comme un mécanisme de culpabilité collective, transformant la liberté en contrainte morale et sociale. Les conséquences directes de cette imposition sur la pensée et la vision du monde haïtienne sont multiples. Par exemple, à partir de cette dette, nous avons un peuple pour lequel la liberté a un prix. Il y a une peur symbolique de la liberté. Il y a la légitimation du phénomène de reste avec en Haïti. Il y a la valorisation excessive du blanc et la consolidation logique de la corruption en Haïti, etc. Voyons par exemple en quoi la dette a contribué à biaiser, ou du moins à avoir peur de la justice, de la liberté en Haïti. La dette imposée par la France a instauré chez les élites et la population haïtienne une forme de crainte institutionnalisée vis-à-vis de l'exercice même de la liberté. La nécessité de verser une somme colossale pour reconnaître leur indépendance a transformé la liberté en une responsabilité anxiogène où toute initiative autonome pouvait sembler dangereuse ou coûteuse. Cette peur de liberté produite par cette dette a contribué à retarder l'affirmation d'institutions stables et à créer en Haïti un climat où l'autonomie politique et économique se percevait comme un risque prenant plutôt qu'une conquête naturelle. Cette dette aussi a créé en Haïti une sorte de légitimation du phénomène de reste avec. La dette de l'indépendance a indirectement favorisé la persistance et la légitimation du système de reste avec. Reste avec, c'est quand des enfants sont placés dans des familles pour y travailler, souvent dans des conditions proches de l'exploitation. L'insécurité économique générée par cette indemnité imposée a renforcé la dépendance des familles pauvres à ce type de mécanisme de survie, établissant une hiérarchie sociale qui reproduit l'injustice et la vulnérabilité des plus jeunes. Le reste de l'histoire économique et sociale haïtienne montre que cette structure sociale, c'est-à-dire reste avec, s'enracine dans les contraintes financières et symboliques héritées de la dette imposée par la France. Cette dette aussi a produit chez l'Haïtien une sorte de déification du blanc,
B-L-A-N-C, B majuscule bien entendu. La dette imposée a également alimenté un rapport psychologique et culturel où le blanc était perçu comme dépositaire de pouvoir et de légitimité. Le fait de devoir payer l'ancienne puissance coloniale pour obtenir la reconnaissance de leur liberté a symboliquement placé la France dans une position supérieure, renforçant des représentations de supériorité raciale et culturelle. Cette dynamique a eu des répercussions profondes sur la construction identitaire haïtienne, consolidant, par exemple, un complexe de subordination et une valorisation excessive de l'étranger dans les sphères politiques, éducatives et économiques. À tel point, en Haïti, il y a ce slogan au niveau des églises, un pasteur sans blanc est un semblant pasteur. Cette dette aussi a créé au niveau de la population haïtienne une sorte de sphère générant la corruption. Corruption dans le sens que les victoires ou les échecs peuvent être négociés. La dette imposée a favorisé l'émergence de pratiques de corruption et de négociations permanentes dans la gestion publique et politique. La pression financière constante a initié les dirigeants à privilégier de survie personnelle ou de transactions ponctuelles plutôt que bâtir des institutions transparentes et durables. La perception que les victoires politiques ou économiques devaient être négociées et souvent monnayées a façonné un système où l'échec et le succès intimement liés à la capacité à contourner ou exploiter les contraintes économiques imposées par cette dette. En quoi cette dette a contribué à refaçonner l'haïtien? D'un point de vue anthropologique, cette dette de l'indépendance a eu un effet structurant sur les représentations sociales et culturelles haïtiennes. Elle instaure, par exemple, une sorte de violence symbolique, comme pourrait le souligner Bourdieu à travers son ouvrage La domination masculine, qui redéfinit les apports hiérarchiques entre l'ancien colonisateur et l'ancien colonisé. En acceptant de payer, Haïti intègre, malgré elle, une logique de reconnaissance fondée sur la soumission, contribuant à forger un imaginaire national marqué par la culpabilité et la fragmentation. Le mythe du prix de la liberté devient alors un élément constitutif de la culture politique haïtienne. L'idée selon laquelle la liberté a un coût, voire une dette, s'ancre dans la conscience collective et influence la perception haïtienne du pouvoir et de la responsabilité. L'État haïtien s'est construit dans un rapport ambivalent à l'autorité, à la souveraineté, oscillant entre affirmation identitaire
et dépendance externe. Cette dette a également généré un traumatisme intergénérationnel, réactivé à chaque crise politique et économique, influençant encore aujourd'hui les représentations sociales du destin national, du destin de ce peuple Haïti, première république noire du monde. Du point de vue anthropologique, cette dette a créé aussi une peur de la victoire chez les Haïtiens. La dette imposée a engendré une forme de peur psychologique vis-à-vis de la réussite, où raconter ou célébrer ses succès devient comme un risque moral ou social susceptible d'attirer jalousie, sanction, rançon. Ce phénomène contribue à limiter l'initiative individuelle et collective tout en renforçant la prudence excessive dans la sphère politique et économique. L'influence de la France se manifeste également sur Haïti dans la structuration des institutions éducatives, religieuses et politiques, souvent confiées à des congrégations telles que les frères de l'instruction chrétienne. Ces structures ont contribué à façonner un enseignement conforme aux intérêts de l'ancien colonisateur, orientant la formation des élites et consolidant des pratiques qui renforceraient la dépendance économique et symbolique d'Haïti. Cette dette imposée a servi alors de levier pour contrôler et contrôler encore la mentalité collective par l'éducation religieuse et l'influence culturelle importée. L'instruction reçue à l'école, en particulier au niveau des écoles catholiques, contribuait à légitimer l'appauvrissement du peuple et la soumission aux obligations financières, tout en maintenant une perception à la hiérarchie sociale conforme aux intérêts de la France, de l'Occident. L'effet durable de cette stratégie se traduit alors par une acceptation implicite des contraintes économiques héritées de cette dette, ainsi que par la difficulté de consolider une autonomie véritable. Le peuple haïtien, c'est un peuple croyant. Chaque Haïtien a une croyance, pour ne pas dire tous les Haïtiens sont des croyants. Dans le sens que la dette imposée par la France sur Haïti a aussi joué un rôle important dans la façon de croire des Haïtiens. Le prix de l'indépendance a produit des conséquences religieuses, théologiques, concrètes et profondes dans l'imaginaire haïtien. Une foi fragilisée a émergé du fait que le fardeau imposé par la France a été perçu comme une sorte de punition ou une charge injuste sapant la confiance des croyants en un Dieu juste. Dieu est bon, mais c'est pas pour les Haïtiens. Comme on dit souvent en créole, bon Dieu qu'on baille, les pas qu'on sépare. Il y a ce théologien très connu, James Cone, qui dit que la foi d'un peuple
subissant l'oppression, se trouvent mises à l'épreuve lorsque les promesses divines semblent démenties par l'expérience historique et la souffrance de l'injustice. La théologie de la libération insisterait alors sur cette tension entre promesses divines et la réalité historique où le prix imposé à Haïti a instauré une dissonance entre la foi proclamée et le vécu collectif. À ce propos, je vous invite à lire la théologie de libération de Gutiérrez. L'expérience a également conduit, cette expérience de la dette, bien entendu, à la perception d'un Dieu partisan. Malheureusement pour ce peuple qui croit toujours, qui croit que Dieu peut tout faire. Mais cette dette a poussé chaque Haïtien, beaucoup d'Haïtiens à voir un Dieu partisan, un Dieu partisan. Le proverbe dit, bon Dieu pinichien, les bails malingues des têtes. Cette situation j'ai pas traduit par exprès pour ne pas trahir le sens du mot. Voilà. Cette situation a remis en cause le sens même, le fondement même de la théologie, de la mission de Jésus-Christ, la libération. Et à partir de ça, le peuple va faire un choix. Le choix du vaudou. Parce que on va assister aujourd'hui à un rejet du christianisme, et ceci a commencé depuis cette dette au profit de la religion vaudou. Le rejet du christianisme au profit du vaudou s'inscrit dans ce contexte où la jeunesse haïtienne, l'intelligentsia haïtienne, a souvent perçu le christianisme comme porteur d'une logique de colonisation, de conquête et d'endettement. Un christianisme légitimant des conditions de vie contraintes à son éthique proclamée. À l'inverse, le vaudou haïtien a été valorisé comme une voie religieuse capable de réapproprier l'histoire de la culture haïtienne, offrant des cadres symboliques et pratiques pour comprendre et affronter la souffrance collective, loin des contraintes morales et économiques. Cette dynamique illustre une réorientation spirituelle profonde où le vaudou actuellement il est devenu non seulement un outil de résistance culturelle, mais également un moyen, un rapport autonome à la transcendance, un moyen qui peut aider, qui peut forcer l'ancien colon à payer. Parce qu'on dit souvent en Haïti, malheureusement, je ne vais pas traduire encore, manger l'argent Shango ou à payer Shango. La dette de l'indépendance imposée dépasse largement, comme je viens de le démontrer, le cadre économique. Elle constitue une matrice philosophique, anthropologique et théologique structurant la condition haïtienne actuelle. Elle a profondément influencé les représentations du pouvoir, de la liberté et du salut, inscrivant dans la mémoire collective la tension entre souveraineté acquise et dépendance imposée. Comprendre ces conséquences exige de dépasser la logique strictement comptable pour saisir les dimensions symboliques et culturelles.
la dette apparaît à la fois comme mémoire du colonialisme et comme défi à relever pour réaffirmer l'autonomie nationale. Dans ce contexte, la reconnaissance et la réparation de cette injustice historique apparaissent essentielles. Un remboursement ou un dédommagement légitime constitue non seulement une réhabilitation économique, mais aussi un acte de justice symbolique permettant à Haïti de transformer cette mémoire en force réflexive. C'est dans cette réappropriation critique et dans les restitutions de ce qui a été injustement pris que réside la possibilité d'une véritable indépendance, non seulement politique, mais également morale et culturelle. Merci de votre attention. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et je vais, moi, vous emmener il y a 4000 ans. On a des traces, donc, de tablettes de reconnaissance de dette depuis le deuxième millénaire avant notre ère. Donc, ça fait 4000 ans. Donc, vous voyez, on n'a rien inventé. Et donc, on connaît ces tablettes parce qu'il y avait des administrations très bien organisées qui les ont classées et conservées. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit comment ça marche, c'est-à-dire que on écrivait sur une tablette la reconnaissance de dette, et puis ensuite on fermait cette tablette, on l'entourait. C'était des tablettes en argile, hein, et donc on l'entourait d'un espèce de petit coussin d'argile, ce qui fait que ce qui était dedans, on ne pouvait plus le changer. Il fallait casser l'enveloppe, et donc ça se voyait qu'on y avait touché. Et donc vous voyez ici une tablette qui est encore dans son enveloppe. Et ensuite, sur l'enveloppe, on mettait le sceau du créancier, du débiteur, de témoins, parce qu'il y avait toujours des témoins. Et on faisait plusieurs copies, et il y avait une copie comme ça qui partait chez le créancier, chez le débiteur et chez les témoins. Et quand le débiteur payait sa dette, alors là, on cassait la tablette. Et alors, visiblement, on ne les a pas toutes cassées, parce qu'il en reste. On en a retrouvé, mais c'était l'idée que voilà, on casse la tablette, c'est-à-dire qu'on se délie de cette affaire-là. Il reste plus rien. Et c'est un geste que je trouve intéressant et que je vais reprendre ensuite. Alors, en Mésopotamie, on a c'est le domaine royal qui est le domaine le plus important au niveau de l'économie. Et le temple aussi, ça dépend un peu des endroits. Mais donc, c'est ce domaine royal qui va produire et qui va commercialiser les produits de subsistance. Et donc, ça tourne autour du temple et du palais qui héberge et qui nourrit beaucoup d'artisans, de travailleurs, de travailleuses. On le sait parce qu'on a aussi retrouvé, par exemple, des listes de rations de nourriture pour tous ces gens-là. Donc, voilà, on sait comment ça marche. Et donc, pour justement nourrir tous ces gens qui tournent autour du temple et du palais, eh bien l'État, enfin le roi, loue à ses paysans des terres, mais il loue pas seulement les terres, il loue aussi les animaux pour travailler les terres, il loue les outils, et il loue même aussi l'eau, parce que sans eau, on ne peut rien faire. Et donc tout ça, il faut le payer. Et pour payer ça, les paysans versent une partie de la récolte et en plus un peu d'argent au moment de la moisson à ceux qui ont prêté tout ce qu'il fallait faire pour... D'ailleurs, vous avez une autre tablette après, si on peut la voir. Voilà, ça c'est une tablette de reconnaissance de dette exigée à l'époque de la moisson. C'est une tablette... cassite, je ne sais plus quand elle date, mais enfin, c'est aussi du deuxième millénaire.
On sait très bien lire ce qui est écrit dessus. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il y a des gens qui savent faire. Et donc, évidemment, quand il y a une sécheresse, quand il y a une inondation, un tremblement de terre, enfin des choses imprévisibles, on ne peut pas payer la dette, et donc on va travailler pour payer la dette, et on ne va plus avoir à manger, et donc c'est tout un système qui génère de plus en plus de pauvreté. Et donc il y a endettement. Si certains paysans qui ont un lopin de terre à eux, dans ce cas-là, ils vont être obligés de le céder à un des notables qui en a déjà beaucoup. Et puis, si ça ne suffit pas, on va aussi partir en esclavage pour dette, hein. Soit la personne elle-même, soit les enfants aussi. Donc tout ça existe, on le sait très bien. Du coup, ça crée évidemment des difficultés pour les paysans à rester sur leur lieu de travail. On a aussi, il y a une archéologue, Cécile Michel, qui a travaillé beaucoup sur des tisseuses qui sont des femmes d'affaires dans la ville d'Assour, parce qu'ils ont créé un espèce de comptoir en Turquie, à Kultepe. Et donc, on a toute une correspondance de ces femmes qui expliquent comment la vie est dure et aussi des dettes, des problèmes, les maris qui n'envoient pas l'argent des tissus qu'elles ont fait. Enfin, il y a tout un tas de détails de la vie quotidienne très intéressantes qui voient que voilà, c'est une réalité qui existe vraiment. Alors, il existe d'ailleurs un petit texte dans l'Ancien Testament qui nous ramène à ça. C'est une femme qui vient voir le prophète Élisée parce que justement son mari est mort et il a laissé des dettes. Et elle dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. Donc voilà, la dette, ça existe, c'est lourd et ça dure depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, dans les mêmes millénaires et dans les mêmes lieux, des pratiques bien attestées d'annulation de dettes. Alors quand on dit aujourd'hui ouvrir la boîte de Pandore, c'est pas possible, l'annulation des dettes, en fait si, ça existe depuis très longtemps et on le fait et on l'a fait fréquemment à cette époque. Alors cette pratique d'annulation, je ne sais pas où on en est, mais je crois qu'on peut aller dans la suivante. Oui, bon, ça c'était. Alors ça c'est le résumé de ce que je viens de dire. Je vous invite à lire deux articles, entre autres de Dominique Charpin, donc qui occupe la chaire de civilisation mésopotamienne au Collège de France, et un autre aussi qui travaille donc avec beaucoup plus de détails sur ce que je viens de vous dire. Alors. Voilà, les pratiques d'annulation, elles ont un mot en acadien, qui c'est le misharum. C'est intéressant parce que c'est un verbe, une racine qui est passée aussi à l'hébreu quand on parle de la remise de dette. Et ça vient d'un verbe qui veut dire aller droit. C'est-à-dire que l'annulation de la dette, c'est rétablir quelque chose qui était tordu pour le rendre droit. Et droit, ça veut dire aussi évidemment juste. Hein. Et donc c'est l'idée de la justice qui redresse les situations injustes. Et alors on trouve ces pratiques d'annulation générale des dettes plusieurs fois en Mésopotamie et en Égypte d'ailleurs. Alors il y a un code qu'on connaît bien qui est le code d'Hammurabi parce qu'il est au Louvre. Qui déjà, enfin Hammurabi est déjà un roi babylonien qui a pratiqué ça. On a la trace que pendant son règne long, qui était entre 1792 et 1749, il y a eu au moins 4 moments d'annulation de dettes. Je vous passe les dates parce que je ne pense pas que vous en ayez en cours encore avec lui. Et donc, on annule les dettes pour les citoyens, et ces dettes, elles peuvent être envers les hauts fonctionnaires ou les dignitaires royaux, ou bien envers la cour royale, hein, les pouvoirs publics, on dirait. Et cette proclamation d'annulation de dettes, c'est un temps festif,
Et on connaît les textes, entre autres de ce fameux Amni Saduqa, qui est un arrière petit-fils de Hammurabi. Il règne vers 1646, lui, avant Jésus-Christ. Et donc, on voit, entre autres, par exemple, quand il arrive au pouvoir, parce que c'était là la première annulation de dette, hein, c'est comme les présidents qui gracient un certain nombre de gens quand ils entrent en fonction. Ben, en fait, ça vient de là, hein, c'est des choses qui viennent de ces pratiques-là. Et donc, il y a une grande annulation de dette quand on arrive au pouvoir. Et là, Amni Saduqa, il dit que si les créanciers ne restituent pas les biens ou qu'ils n'indemnisent pas, ils doivent être mis à mort. Donc, ça rigole pas avec la remise de dette. Hein. Alors, vous avez ici donc un exemple de ce qu'il dit, hein, les arriérés des cultivateurs, des bergers, des équarrisseurs, des gens travaillant dans les estives et autres tributaires du palais. Hein. Il faut remettre ces arriérés afin de les renforcer, de les traiter équitablement. Donc il s'agit de maintenir en fait, alors on peut le voir de plusieurs façons, hein, c'est aussi maintenir la force productive, parce que si tout le monde est devenu esclave et n'a plus rien pour cultiver, il n'y aura pas assez de production. Donc c'est aussi pour ça qu'on va faire ça. Et puis donc le collecteur ne devra pas engager de poursuite contre la maison d'un tributaire. Alors c'est le cas aussi pour les marchands, hein, puisque là c'était les producteurs, disons les paysans. Pour les marchands c'est la même chose. Et puis aussi pour des gens qui se doivent des choses l'un à l'autre. Hein. Quiconque a prêté du grain ou de l'argent à un Akkadien ou un Amorite comme prêt à intérêt et s'est fait laisser une tablette, celle qu'on a vue tout à l'heure, du fait que le roi a institué la Misharum, c'est-à-dire donc la remise générale de dette pour le pays, sa tablette est annulée. Et ça, techniquement, ça veut dire qu'il faut la casser. Il ne devra pas faire rembourser grain ou argent selon la teneur de cette tablette. Alors, tout ça est très intéressant, mais il faut bien se dire que, quand même, on n'est pas là dans un processus de révolution. Hein. C'est pas la grande réforme agricole qui va permettre de redonner de la terre à tout le monde. En fait, le roi fait ça, et il n'y a que le roi qui peut le faire, pour préserver la paix sociale, soit en cas de menace de révolte, parce que justement, il y a trop de famine, il y a trop d'injustice, il y a trop de pauvreté, soit parce que voilà, il vient d'arriver au pouvoir et il veut s'assurer que les choses vont bien marcher. Donc c'est pas une révolution progressiste ni un mouvement d'émancipation sociale, parce qu'en fait, dans cette mentalité, il s'agit de revenir à l'état antérieur. On revient aux origines, parce que c'est l'état d'origine qui est le bon état. Donc on n'est pas dans quelque chose, dans une dynamique d'émancipation. Et comme le souligne d'ailleurs Charpin dans son article, s'il n'y a pas de réforme structurelle, on va être obligé de faire régulièrement des édits comme ça, parce que régulièrement, il y aura menace de famine, de révolte, etc. Donc on ne change pas le système dans ce cas-là. Alors, voilà, donc vous avez là un petit résumé de ça. Et puis, on a aussi la même chose en Égypte. La pierre de Rosette, qu'on connaît par ailleurs, mais on la connaît surtout pour les histoires de traduction, parce que c'est celle qui a permis à Champollion de découvrir comment fonctionnaient les hiéroglyphes. En fait, le contenu de la pierre de Rosette est aussi intéressant, parce que c'est justement une déclaration au moment d'une révolte civile, de Ptolémée, qui dit on va supprimer les impôts, supprimer la dette, enfin donc on remet un peu les compteurs à zéro. Donc ça existe aussi en Égypte. Alors maintenant, si on regarde du côté de l'Ancien Testament, je vous ai mis quelques textes, je ne vais pas vous les lire tous, mais vous voyez que, alors si je lis le premier, dans Exode 21, voici les règles que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
C'est important ça quand même, hein, parce que on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent de la place des femmes, à la fois les premières victimes souvent de ces affaires-là, hein. Mais voilà, il y a quand même cette mention-là. Alors vous remarquerez que c'est quand même qu'un esclave hébreu, hein. Les esclaves de guerre qui venaient d'ailleurs, ceux-là, ils n'ont pas droit à la libération, hein. C'est quand même... voilà. Bon, pareil pour le prêt, pareil aussi pour la terre, parce qu'en fait, l'idée, si vous voulez, c'est que tout ce qu'on est tenté de presser, d'essayer d'exploiter au maximum, hein, que ça soit l'esclave, le débiteur ou la terre nourricière, donc toutes ces sources qui permettent de produire des choses, eh bien, il faut, à un certain moment, leur donner une permission, une rémission ou même un affranchissement. Donc là, et c'est quelque chose qui va être régulier, c'est-à-dire ça ne dépend plus du bon vouloir du roi, c'est tous les 6 ans ou tous les 50 ans avec l'histoire du jubilé, hein. Ou Deutéronome 15, là, le dernier qui est tout en bas, tous les 7 ans, tu effectueras une remise de dette. Voilà comment elle s'effectuera. Quand on aura proclamé la remise des dettes en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain renoncera à son droit. Il n'imposera pas de contrainte à son prochain et compatriote pour le paiement de sa dette. Compatriote, tu pourras imposer des contraintes à l'étranger, mais tu renonceras à ton droit pour ce qui t'appartient chez ton compatriote. Donc vous voyez que là aussi, on n'est pas quand même au bout du processus, hein, c'est que pour les compatriotes, mais voilà. Alors ça, donc, c'était le premier point. Il y a depuis toujours des dettes et il y a depuis toujours des remises de dettes. Deuxième point, il est très difficile de sortir d'une logique d'oppression et de cette logique de vouloir toujours tirer sur la corde et récupérer tout ce qu'on peut. Alors, c'est-à-dire de laisser aller, hein, c'est cette idée que quand on casse la tablette, eh ben on laisse aller les choses et on se détache et on se délie aussi de son débiteur ou de son créancier. Alors, je vous ai mis 2 textes, enfin ici je vous en ai mis un, puis il y en a un autre qui va arriver après, c'est Jérémie 34, c'est tout à fait intéressant. Donc là, on est beaucoup plus tard, on est sous le règne de Sédécias, au moment donc à peu près de l'exil à Babylone. L'armée de Nabuchodonosor donc, est aux portes de Jérusalem. Ils ont déjà pris un certain nombre de villes. Et donc Jérusalem est très menacée. Et à ce moment-là, Sédécias conclut un pacte avec, on dit, tous les chefs et tout le peuple. Bon, mais ça s'adresse d'abord aux chefs. Hein. Et il déclare justement une de ces fameuses années jubilaires, une année de libération. Et tous les riches qui avaient des frères hébreux comme esclaves doivent leur rendre la liberté. Alors ça se passe, effectivement. Hein, on nous dit au verset 10, tous les chefs, le peuple qui avaient accepté l'alliance, hein, donc ça se situe dans le cadre d'un pacte, furent attentifs à laisser partir libre chacun son esclave et sa servante, et à ne plus les contraindre à l'esclavage. Ils tinrent parole et ils les renvoyèrent. Mais la situation se calme à Jérusalem, et qu'est-ce qui se passe au verset suivant? Ensuite, ils changèrent d'avis, et ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. C'est pas facile de se libérer de cette dynamique-là. Hein. C'est un peu comme de l'idolâtrie, en fait. On est pris là-dedans et on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, ils reçoivent un grand coup de discours de Jérémie, hein, qui leur dit « Ah, vous avez fait ça, eh bien, puisque c'est ça, Dieu vous dit, je vais proclamer un décret de libération pour vous, mais c'est un décret de libération pour l'épée, la peste et la famine. C'est-à-dire qu'il va libérer l'épée, la peste et la famine sur le peuple qui n'a pas libéré ses esclaves. Et de fait, voilà, après il va y avoir l'exil, Jérusalem va tomber.
Alors, il y a, bon, je m'arrête pas trop là-dessus, il y a une sombre affaire d'être passé entre les morceaux de veau. Hein. Ça, c'est une coutume qu'on connaît. C'est que quand on conclut un pacte, enfin un certain type de pacte, on coupe un animal et on passe au milieu pour s'engager dans ce pacte, avec l'idée que si on manque à sa parole, on va finir comme les deux morceaux là, au milieu desquels on passe. Donc c'est très, très imagé, voilà, très parlant. Alors, deuxième texte, c'est Néhémie 5. Alors celui-là, pareil, je ne vais pas tout vous le lire. Néhémie 5, on est après l'exil. Donc Néhémie revient pour reconstruire Jérusalem. Et donc on est vers les années 420 avant notre ère. Et là, alors il trouve une situation qui n'est pas très florissante. Et en particulier, il y a des gens qui s'approchent de lui. Et c'est ce que vous avez là au début. Hein. Alors il s'éleva une grande plainte des gens du peuple et de leurs femmes contre les frères juifs. Donc là, on est toujours dans un débat entre populations qui habitent à Jérusalem et autour. Certains disaient « Nos fils, nos filles et nous-mêmes, nous sommes nombreux. Nous voudrions avoir du blé pour manger et vivre. » Bon, c'est une requête qui visiblement n'est pas satisfaite. D'autres disaient « Nos champs, nos vignes et nos maisons, nous les donnons en gage pour avoir du blé pendant la famine. » Donc tout ça à d'autres juifs, hein, aux personnes qui sont là. C'est pas... D'autres encore disaient « Pour le tribut du roi, nous empruntons de l'argent sur nos champs et nos vignes. Pourtant, notre chair est semblable à la chair de nos frères, et nos fils sont semblables à leurs fils. Et cependant, nous devons livrer nos fils et nos filles à la servitude, et certaines de nos filles sont déjà asservies. Nous n'y pouvons rien, nos champs et nos vignes sont à d'autres. » Donc vous voyez qu'ici, vous avez à la fois du tribut à payer en espèces, du travail forcé et de l'expropriation, tout ça lié au système de la dette de ceux qui n'arrivent pas à recevoir de leur champ assez de... Et les premières à être victimes, ce sont, encore une fois, les femmes. Parce que c'est elles qui vont être emmenées en esclaves en premier, et qui sont les premières à subir les conséquences de tout ça. Alors, Néhémie, là aussi, se fâche très fort, et il fait un discours aux notables et aux magistrats. Donc là, il parle à l'élite. Et il leur dit, nous avons nous-mêmes racheté nos frères juifs, puisqu'il y en a aussi qui n'étaient pas dans des situations forcément très enviables en exil. Donc il y a déjà eu tout un processus, mais ça ne suffit pas. Et ils leur ont aussi prêté de l'argent et du blé. Et donc il y a au milieu du texte, à peu près, la décision, nous allons donc abandonner cette dette. Rendez-leur aujourd'hui même leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers, leurs maisons, donc tout ce qu'ils avaient mis en... tout ce qui avait été exproprié, ainsi que la part d'argent, de blé, de vin nouveau d'huile que vous leur avez prêté. Donc si vous voulez là, pour reprendre nos débats d'avant, il y a à la fois restitution et réparation. Parce que non seulement ils redonnent ce qui avait été hypothéqué, mais ils redonnent aussi ils ne reprennent pas ce qu'ils avaient prêté. Et là, encore, disciplinés, les notables disent, merci, nous leur rendrons et nous ne leur demanderons rien. Nous allons faire comme tu as dit. Le problème, c'est qu'apparemment, là non plus, il n'y a pas eu beaucoup de suite. En tout cas, on ne nous la raconte pas, mais ce qu'on raconte dans d'autres textes qui sont contemporains de Néhémie, c'est qu'il y a toujours de l'exploitation, il y a toujours des pauvres et des riches, il y a toujours des dettes, etc. Donc apparemment, voilà, on dit qu'on va s'en sortir, mais on n'y arrive pas. Et donc cette dette a un poids important dans toutes les crises sociales et politiques. Alors j'en viens à mon troisième point et dernier. Les mots comptent. Et selon comment on appelle les choses et comment on dit les choses, ça change aussi la représentation et un certain nombre d'éléments importants.
Alors là, donc, on a vu que cette idée de mise en liberté, de remise de dette, hein, c'est c'est un geste extrêmement important dans toute cette mémoire-là, cette culture du Proche-Orient ancien. Et on va retrouver ça même jusque dans le Nouveau Testament, parce que si vous pensez à cette prière très fameuse, hein, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, dans la version de Luc, si on la regarde de près, c'est plutôt écrit « remets-nous nos dettes comme nous remettons nous-mêmes les dettes à nos débiteurs ». C'est écrit comme ça, c'est dit dans ce langage économique. Matthieu, il ne va pas faire ça, hein, mais Luc, il le dit comme ça. Et donc là, si vous voulez, il va récupérer toute cette tradition, toute cette mémoire de la remise de dette pour mettre en place ces relations, hein, entre les prochains. Alors là, je vous ai mis un petit extrait d'un article de Philippe Lefebvre, hein, qui fait ce commentaire sur cette phrase. Donc c'est Luc 6, 12. Hein. Oui, je vous l'ai mis. La formule habituelle « pardonne-nous nos offenses » fait disparaître tout sens financier et avec lui la puissante image que le texte original suscite. « Remets-nous nos dettes », c'est toujours ce même mot. « Laisse aller ». Hein. « Laisse aller pour nous nos dettes ». Le verbe grec qui sert à désigner l'affranchissement d'un esclave ou l'abandon d'une créance souligne qu'on envoie, loin de soi, la personne à laquelle on était lié par des liens contraignants ou la facture que l'on conservait par devers soi. C'est-à-dire que, là encore, on casse la tablette. Or, ce geste d'envoyer au loin, de laisser aller, de détourner les débiteurs, va à l'encontre de bien des scénarios chrétiens du pardon, et là, je reprends la question que Robert avait posée tout à l'heure, où on imagine que celui qui a porté préjudice et celui qui l'a subi devraient se rejoindre, se comprendre, faire la paix désormais, la paix désormais. Bon, après, on peut discuter sur le pardon de bien d'autres façons, mais souvent, c'est effectivement comme ça qu'on le pense. On remplace alors le lien de la dette, si on pense comme ça, hein, que le pardon, il faut qu'on se retrouve. On remplace alors le lien de la dette par une autre obligation qui, dorénavant, les lierait. Or, dans les évangiles, et en particulier de celui-là, on choisit l'expression et le vécu de la remise des dettes lors des jubilés, des années sabbatiques, pour appeler chacun à être dans cet état perpétuel de remise de dettes, à la fois et sans cesse comme débiteur et créancier envers les autres, et comme débiteur envers Dieu. Donc vous voyez que là, ça demande un changement de logique et un changement de mémoire aussi, hein, et de récupérer quelque chose en le poussant beaucoup plus loin que ce qui est le cas simplement quand on casse la tablette d'une dette. Et une fois qu'on a fait ça, probablement qu'on peut alors inventer autre chose pour réguler les relations, une fois qu'on a d'abord mis loin et mis en repos tout ce qui devait être mis en repos. Alors, qu'est-ce qu'on peut inventer ? Ben ça, c'est pas moi qui vais vous le dire aujourd'hui. Je vais juste effleurer une ou deux choses. D'abord, ça veut dire probablement réimaginer le monde. Et ça, justement, la deuxième partie du livre d'Ésaïe, qui est assez contemporaine de Néhémie et de tous ces gens-là, donc au retour d'exil, lui, il est un peu dans cette idée-là qu'il faut changer des choses, il faut réimaginer le monde. On est sous domination perse, qui est aussi a un poids très très clair sur l'économie et sur la politique de ce qui n'est plus un pays. Mais il ne faut pas considérer, dit Ésaïe dans ses mots, la domination perse comme un donné par rapport auquel il faudrait se définir, parce que c'est la seule chose qui existe. Ésaïe, il va aussi casser là cette représentation et dire on peut penser autrement et on peut avoir de la créativité. Et c'est par exemple ces mots qu'il a, vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Donc on est
ailleurs. Et même si on est dans la domination perse et avec une situation dont on a l'impression qu'on ne peut pas se sortir, Ésaïe, il invite à sortir de ça et à penser autrement. Et à d'autres moments, il parle aussi du shalom, d'essayer de retrouver, de chercher le shalom. Alors shalom, en général, on le traduit par paix, mais c'est quelque chose de beaucoup plus complet que ça. C'est un espèce d'état de plénitude et d'équilibre. On pourrait peut-être le mettre en équivalent de la sécurité humaine dont on a parlé ce matin. C'est à la fois le droit, la justice, et quelque chose qui fait qu'on peut vivre pleinement. Alors, du coup, moi, je garderai en fait ces deux choses. Je garderai le geste de casser la tablette, d'éloigner là tout ce qui nous a liés. Mais en même temps, de garder la mémoire, mais aussi en la changeant, en la revisitant, cette mémoire, et en y installant sans doute d'autres choses, parce que ce qu'on a vu sur la difficulté à sortir des logiques d'oppression, c'est aussi que dans ces cas-là, qui est-ce qui prend ces décisions? C'est seulement l'élite. Et tant qu'il n'y a que les notables qui s'engagent, on sait que ça ne sert à rien. Il faut que le peuple soit là. Il faut que les gens qui sont dans le pays, les locaux, les femmes, dont j'ai dit plusieurs fois, qu'elles sont souvent les premières victimes, mais aussi les premières actrices des luttes pour la vie. Et en ce sens-là, je regrette un peu qu'il n'y en ait pas ici. Mais il y a des tas d'associations qui travaillent avec des groupes de femmes. Voilà, il faut pas en rester à ne parler qu'aux élites, et il faut que le peuple prenne toute sa place dans à la fois dans le cassage des tablettes, mais aussi dans la reconstruction d'une mémoire et la revisitation d'une mémoire qui permettent un shalom pour tous et toutes. Voilà, merci. La bonne volonté, les bonnes intentions, même la connaissance précise que nous avons des dégâts commis par l'action humaine ne suffisent pas à empêcher la brutalisation des relations de pouvoir, l'arrogance, l'exclusion, pour ne rien dire du racisme. Par conséquent, la question que je me pose avec vous, elle est double. C'est que faire et surtout qui? Avec qui faire? Parce qu'à l'évidence, nous ne voyons pas forcément les choses de la même façon. Alors, à la question « que faire ?», le programme m'impose un exercice, je dirais, qui n'est pas seulement théorique, c'est restitution ou réparation. On va y revenir. Mais j'ai envie d'ajouter à cette question « que faire ?», c'est avec qui? Qui va payer? La question a été posée ce matin. Et qui va recevoir? Est-ce que le paysan alsacien, par exemple, le paysan de la vallée du Doubs, c'est-à-dire le plus loin possible des côtes atlantiques, est-ce qu'il doit aussi participer au remboursement de la dette, sachant que au moment où cette dette a été contractée, il était peut-être lui-même paysan, payant un impôt excessif à un maître brutal? Je pose cette question avec une petite pointe de provocation pour dire que il y a dans la responsabilité par rapport à cette injustice dont nous avons parlé, un distinguo à faire. Non pas entre ce qui serait facile, entre les Français d'un côté et les Haïtiens de l'autre,
entre les blancs d'un côté et les noirs de l'autre. Entre les nationaux d'un côté et les étrangers de l'autre. Mais ce à quoi je vous invite, c'est à faire un travail d'inventaire. Pour dire que dans ce qui, il y a à la fois un distinguo de classe à faire pour comprendre que, aussi bien pour encourager que pour s'opposer à l'esclavage, il y avait des blancs et des noirs des deux côtés. Je commencerai par répondre à cette question du qui, pour venir après à la question du quoi faire. Le qui, c'est important parce que ça pose la question aussi de notre légitimité ici à parler de cette question. Je vous ai demandé de vous mettre debout pour vous dire qu'en fait, au-delà de la diversité d'origine, de couleurs, de genres, de conditions, nous sommes tous unis autour d'un même projet, d'une même idée, d'une même empathie. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que des noirs, des blancs, des blanches et des noirs se mettent ensemble pour défendre une cause juste autour de cette question précisément. Je rappellerai tout simplement que en 1788, au moment de la rédaction des cahiers de doléances qui devaient aboutir aux États généraux à Paris, à Versailles plus exactement, il y a pas moins de 60 cahiers de doléances qui nous sont restés, dans lesquels les paysans français demandent instamment l'abolition de l'esclavage dans les colonies, comme une injustice faite à l'humanité. Et un village en particulier, le village de Champagné, dans le Jura, est resté dans l'histoire comme le symbole de cette résistance. Pour dire que, et je parle dans le Doubs, d'accord, nous sommes loin de l'Atlantique, loin de Bordeaux, loin de Saint-Malo, loin de La Rochelle, des paysans qui se sont sentis touchés par cette souffrance dont ils se sentaient solidaires. Je fais un petit pas dans l'histoire pour dire qu'au début du XIXe siècle, dans les années 1820-1830, avant l'abolition de l'esclavage dans les colonies anglaises, eh bien, les premières révoltes d'ouvriers dans les filatures et dans les usines de tissage anglais s'accompagnent de protestations d'ouvriers et d'ouvrières qui disent « Nous ne voulons pas être traités comme les nègres des colonies ». Tout ça pour dire qu'il y a une circularité des idées. Il y a une circularité des souffrances qui fait que, avant même la formalisation par les philosophes, je reviens à mes cahiers de doléances, avant même les Montaigne, les Montesquieu, les Rousseau, pour ne rien dire de Diderot et de l'abbé Raynal, de l'abbé Grégoire, il y avait en France l'expression d'une empathie profonde vis-à-vis de ces peuples, vis-à-vis de ses frères. Donc, ce n'est pas l'apanage des élites intellectuelles ou sociales que de ressentir cette empathie. C'était déjà la préoccupation du paysan français, dont nous sommes aujourd'hui reconnaissants et fiers. Donc, qui? Ce n'est pas les Haïtiens contre les Français, ce ne sont pas les Noirs contre les Blancs, c'est notre époque contre une autre. C'est la vision que nous avons aujourd'hui du monde, qui est une vision plus empathique, qui est une vision, heureusement, débarrassée des barrières de race, de religion, de caste, de genre,
Dans le meilleur des cas, bien sûr. Dans le meilleur des cas, j'insiste. Et tous les concepts que j'ai entendus aujourd'hui me portent à croire que ce nous, ce qui que nous essayons de défricher, nous n'en sommes que le témoignage vivant, contemporain. Je passe en revue pêle-mêle les concepts que j'ai entendus ce matin. Transparence, vérité, paix, justice, pardon. À cette liste, j'ai envie d'en ajouter une. Parce que tous ces concepts, je suis tout à fait d'accord avec. Mais il y en a une, non pas qu'elle manque, mais je pense que ça va mieux en le disant, c'est la promesse. Qui n'est pas qu'un concept philosophique, c'est aussi un concept religieux, chrétien. Vous savez, j'ai grandi en Haïti à côté d'un temple méthodiste. Et j'écoutais du matin, le service commençait à 4-5 heures du matin. Et le pasteur Bonhomme commentait les épîtres de Paul aux Corinthiens. Je ne suis pas protestant, je suis catholique, vous savez. Mais je pense que la parole protestante a résonné dans mon cœur et dans mon âme beaucoup plus puissamment et beaucoup plus souvamment, on dit ça en Haïti, que la parole du prêtre. Parce que, le prêtre parlait en français, le pasteur parlait en créole. Le prêtre faisait son homélie en français, le pasteur commentait les textes, jour après jour, nuit après nuit. Et justement, il est souvent question de promesse dans la Bible. Une promesse assortie cependant d'une condition. Et là, je reprends le chemin du philosophe pour dire avec Hannah Arendt, qui, parlant de la Shoah et du désastre de la Seconde Guerre mondiale, Hannah Arendt dit de la tragédie nazie, il nous reste un double héritage. Le pardon, précisément, et la promesse. Le pardon, dit Hannah Arendt, c'est l'art de délier ce qui est enchaîné, délier ce qui est irréversible. Je ne peux pas effacer la tâche de l'esclavage et de la colonisation. C'est définitif, c'est irréversible. Je ne puis, dans une démarche qui suppose un sursaut d'humanité, que pardonner. Et le pardon est sans condition. Je veux dire sans condition de la qualité du crime. On ne peut que pardonner. Mais à une condition, justement, que ce pardon soit assorti d'une promesse. Et la promesse, dit Hannah Arendt, c'est l'art d'enchaîner ce qui est incertain, c'est-à-dire l'avenir. Nous n'avons aucune garantie de ce que sera demain. Mais l'action humaine consiste précisément, et l'action politique, à faire des promesses, à nous engager, à faire en sorte que ce que nous avons pardonné ne recommence plus. C'est ici alors qu'il est important de savoir qu'est-ce que nous avons pardonné, pour savoir quoi faire. Donc maintenant que nous avons dégagé cette communauté empathique du nous, qui est un nous éthique, qui est un nous moral, qui est un nous contemporain, c'est que faire? Restitution. Haïti est le seul pays au monde, que je sache, à avoir payé sa liberté avec des espèces sonnantes et trébuchantes après l'avoir remporté sur le champ de bataille. Et
Denis Cognot nous a détaillé tout à l'heure le prix de cette liberté. 250% du PIB de l'année 1825, alors que les autres sont autour de 6%, 4%, 7%. Donc, une charge colossale. Et ceci, nous sommes les seuls à y avoir été soumis. C'est en ce sens que la demande de restitution ne concerne que Haïti. Ce n'est pas ouvrir une boîte de Pandore. Aucun autre pays au monde, aucune colonie française d'Afrique, aucune colonie anglaise d'Afrique ou du monde n'a eu à payer en plus sa liberté. Après avoir surtout subi une hécatombe où on considère que plus de la moitié de la population de la colonie est morte pendant la guerre qui a duré 14 ans. Sur 500 000 habitants, près de 300 000 morts. C'est l'une des premières saignées de masse de l'époque contemporaine. Ce n'est pas une petite bataille. Donc, restitution d'un argent injustement versé, au regard en particulier des conséquences récurrentes inscrites dans la longue durée de cette absence d'investissement productif, de cette déshérence des finances publiques qui conduit en fait le pays à un état de vulnérabilité. On se posait la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'il faut aussi inclure dans les dommages causés par la dette les destructions du tremblement de terre de 1842. Mais bien sûr qu'il faut les inclure, parce que le manque à gagner crée un système d'une vulnérabilité telle que la moindre incidence sismique ou hydroclimatique a des conséquences beaucoup plus grandes, beaucoup plus profondes, plus dramatiques qu'ailleurs. Et vous voyez bien que, à ce compte-là, si nous réfléchissons en termes de conséquences de ce fardeau de 1825, les conséquences sont infinies. Moi, je ne veux même pas en arriver là, aux conséquences, parce que ça voudrait dire que ma présence aussi en France est une conséquence de cette dette de 1825. Dans le fond, c'est ça. D'accord ? Je pense qu'il faut toujours revenir aux motivations. Et moi, je reviens à ces motivations pour dire que le paradoxe du paiement d'une rançon par le vainqueur au vaincu, c'est de ça qu'il s'agit. Haïti l'emporte en 1803 et en 1825, elle doit verser une indemnité aux anciens maîtres, ne peut se comprendre que dans ce que j'appelle une géopolitique des faibles. C'est un arrangement entre deux pays éclopés qui ont besoin l'un de l'autre pour survivre sur la scène internationale. Je vais aller très vite. La France est faible, au sens que, en 1825, c'est 22 ans après la perte de la Louisiane, de Saint-Domingue, c'est 20 ans après la bataille de Trafalgar qui a mis en vrac la marine française, c'est 11 ans après la défaite de Waterloo, c'est 2 ans après la déclaration de Monroe qui met une sorte d'interdit aux pays européens pour intervenir dans les affaires du Nouveau Monde. En 1825, Mako n'a pas les moyens de mettre à exécution des menaces exprimées par son ultimatum. Au risque de répéter ce que j'ai déjà dit hier, en citant le poète Wole Soyinka, le tigre ne chante pas sa tigritude, le tigre bondit sur sa proie et la dévore. Si Mako avait eu les moyens de détruire Port-au-Prince et d'imposer l'ordre colonial français, il n'y aurait pas eu d'ultimatum. Un beau matin, on se serait réveillé et on aurait vu dans la baie de Port-au-Prince les navires qui auraient tout simplement remis le pouvoir en place.
La preuve en est que Mako est venu à Port-au-Prince avec des manières, d'une obséquiosité, avec un discours mellifère, avec, on pourrait dire c'est de la diplomatie, mais ce n'est pas que de la langue de bois. Le premier navire français est entré dans la baie de Port-au-Prince avec un drapeau blanc pour dire que les intentions sont pacifiques. Ce n'est qu'après, au moment des discussions, que Mako sort son ultimatum et dit aux Haïtiens, voilà, l'ordonnance, c'est vous signez ou vous signez. Vous n'avez pas le choix. Mais avant d'en arriver là, il était lui-même gêné par la qualité de l'accueil, par la chaleur, l'émotion des retrouvailles avec les officiers haïtiens qui pensaient que les Français revenaient tout simplement pour faire la paix. Parce que, justement, la France n'a jamais sérieusement été une menace militaire pour les Haïtiens. Elle ne pouvait pas réussir en 1825 ce qu'elle avait échoué à faire en 1802, au moment où l'armée napoléonienne est à son acmé. Il aurait été contradictoire qu'en 1825, la France fasse plus peur à Haïti qu'en 1802. La faiblesse haïtienne, maintenant, c'est la contrepartie de cette dialectique. Pour dire que, même en ayant doublé le territoire national, en occupant la partie orientale de l'île, la population aussi a été multipliée par 2 par rapport à 1803. Parce que c'est une population qui se remet d'une guerre. On connaît le principe du baby-boom. Ça se fait partout, en particulier sous les tropiques. C'est aussi un pays qui, par la discipline militaire, est une puissance redoutable pour les armées étrangères. Donc, c'est une Haïti qui, sur le papier, en termes de feuille de match, c'est un pays imprenable. Jacques Lézy évoquait tout à l'heure, ou Claude Télusma, je ne sais plus, les deux l'ont fait, la politique dessalinienne de renforcement stratégique du territoire pour éviter justement toute invasion française. Certes, Haïti est un pays imprenable, mais c'est un État marron. Un État qui n'est reconnu par personne. Un État dont la liberté peut être justement mise sous le boisseau à tout moment. Par la France, bien entendu, dont les droits ont été reconnus par le traité de Vienne en 1815, mais aussi par les Anglais, par les Américains, qui sont en embuscade et qui voient dans l'indépendance haïtienne une menace pour leur propre colonie esclavagiste, menace pour la Jamaïque, menace pour la Virginie, menace pour la Géorgie, etc. C'est dire par conséquent que dans l'impossibilité d'exister seul et dans l'adversité, je dirais presque généralisée des pays voisins, les Haïtiens sont obligés de passer sous les fourches caudines de la France. Et c'est pour cela que dans cette géopolitique des faibles, c'est quand même le plus faible qui finit par plier. Et donc Haïti entre dans un syndrome, vous faisiez tout à l'heure référence à Hegel, de relation de maître à esclave, qui va effectivement, systématiquement, asservir l'esprit national. Et vous avez raison de dire que les conséquences sur le plan anthropologique sont profondes, créant un sentiment de suggestion par rapport à la culture française, par rapport à la langue française, par rapport à la religion catholique, et ainsi de suite. Maintenant, réparation. Au chapitre de la réparation, Haïti n'a plus rien de particulier. Nous sommes, sur ce plan, au même titre que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Cuba, le Brésil, des pays ayant connu l'esclavage, des pays ayant connu concrètement la gratuité du travail pendant 4, 5, 6, parfois 8 générations, et qui, de ce fait, reproduisent
encore aujourd'hui les stigmates d'un système fondamentalement injuste. Donc, lorsque nous parlons de réparation, et ça a été dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de réparer le passé. Hannah Arendt l'a bien dit, le passé, nous ne pourrons que pardonner. Il s'agit de réparer le présent. Le présent des relations profondément racistes qui perdurent dans notre société. Le syndrome des représentations profondément inégalitaires et qui font que... Je vais vous raconter une petite anecdote et ce sera la fin de ma présentation. Parce qu'il faut quand même parfois en rire. Tout cela mérite parfois que l'on en rie aussi. En venant à cette présentation, ma fille que j'ai eue au bout du fil m'a dit « Comment t'es habillé? Est-ce que tu portes une cravate ?» Je lui dis « Non, je n'ai pas de cravate. » Elle me dit « Je suis sûr que ceux chez qui tu te rends, eux porteront une cravate. » N'est-ce pas? Donc, tu devrais aussi mettre une cravate. Et j'ai regardé ma montre, je me suis dit, si je rentre à la maison pour mettre une cravate, je vais être en retard. Donc, entre arriver en retard avec une cravate et être à l'heure sans cravate, j'ai préféré être à l'heure sans cravate parce que je sais que je vais parler à des gens de bonne intelligence qui n'ont pas besoin d'une cravate pour m'écouter. Et ce que j'ai dit également à ma fille, c'est que en France, à Paris aujourd'hui, la cravate n'est pas une garantie. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'est que il m'est arrivé, la dernière fois que j'ai parlé justement de la question de la dette, c'était à Bruxelles, à l'invitation de Denis O'Brien, qui est un mécène irlandais, qui est fier de dire qu'il est le seul Européen à ne pas avoir le sang de nègre sur les mains, parce que nous, les Irlandais, nous sommes les nègres de l'Europe. On nous a colonisés aussi. Donc, il a mis très généreusement sa bourse à la disposition de la petite communauté haïtienne qui militons pour cette affaire, et j'ai été invité à Bruxelles pour parler d'Haïti devant la Commission européenne. Et là, ma fille avait insisté pour que je mette une cravate. Bien sûr, je dis, ah oui, c'est important, je mettrai une cravate, voire deux. Et bien, arrivé à l'hôtel, au moment donc de nous installer, j'étais dans le lobby en train d'attendre la clé pour monter dans la chambre. Je faisais la queue, parmi d'autres clients. Je vois s'ouvrir la porte de l'ascenseur et débouler vers moi tout à trac une magnifique blonde. Je me suis dit, ça y est, c'est mon jour. Et elle me dit, le distributeur de savon liquide est en panne dans ma chambre. Est-ce que vous voulez bien monter, faire le nécessaire? Je l'ai écouté et honnêtement, j'étais tellement dans la géopolitique des faibles que j'allais développer devant les députés que, sur le coup, je n'ai pas compris. Et je lui ai dit, bien sûr, madame. Elle est partie, bien sûr, me laissant seul avec mon désarroi. Et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce qui, en moi, m'a paralysé au point de ne pas comprendre la méprise de la dame. Et bien je me dis, ce sont les mêmes pesanteurs qui, en elle, ont fait que, en débouchant dans la salle d'entrée d'un hôtel de luxe à Bruxelles, le seul noir, même avec une cravate et un blazer, ne pouvait être qu'un gardien. Je vous remercie.